quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. On a beau lire et relire ce poème de Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même, ils viennent à travers vous mais non de vous. Eh bien, qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Rien n'y fait, vouloir plaire à nos parents est plus fort que tout. Surtout lorsqu'on est un enfant ou même ado, parfois cette quête insatiable de plaire à ses parents ou à l'un des deux dure encore plus longtemps que cela et conditionne même parfois nos choix de vie, le mariage, la carrière, le mode de vie, etc. Toutefois, pourquoi, en 2 mots et en un mot, certains et certaines parviennent à se détacher de cette espèce de loyauté à ses parents et pas d'autres. Comment se construire sans peur au fond de décevoir ses parents? Question que nous explorons, si vous le permettez, avec mes 2 invités du jour, qui sont pour commencer Alix Naudy. Bonjour Alix. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous revoir dans cette émission Quête de sens. Vous qui êtes coach, psychopraticienne spécialisée dans les relations par enfants, on est dans notre sujet. Charlotte Wills, bonjour Charlotte. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous revoir. Vous qui êtes toujours coach certifié, spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Vous avez publié plusieurs ouvrages dans ce sens. On peut mentionner Hypersensible en situation de harcèlement aux éditions Le Duc. Et puis on peut mentionner également une actualité vous concernant Charlotte, puisque le 15 juin, vous serez à la Pépinière, au théâtre de la Pépinière, du côté de l'Opéra, où vous donnerez une conférence sur l'hypersensibilité avec le grand Maurice Barthélémy. Rien que cela. C'est ça. Quelques mots peut-être sur cette... Alors ce sera surtout une rencontre, c'est-à-dire que Maurice et moi, on va s'échanger des questions, je vais surtout lui poser des questions et après ce sera le public qui va pouvoir intervenir et poser ses questions. Donc on peut encore s'inscrire pour venir vous admirer. Vous écouter, en tout cas vous entendre. Sur ce sujet de l'hypersensibilité, très tendance, mais on en a déjà parlé sur cette antenne, on en reparlera, puisque les parents sont toujours un peu décontenancés quand la maîtresse vient à dire votre enfant est hypersensible. Oups, attention, toutes les sonnettes d'alarme s'illuminent tout à coup. Comment se construire sans peur de décevoir ses parents? D'abord, est-ce que c'est normal? Alors, on va commencer à l'enfance, avec l'enfance, chers amis. Alix Naudy, c'est normal de vouloir plaire à ses parents quand on est un bébé et un enfant. On est bien d'accord? Je ne sais pas si on a envie de plaire, mais en fait, nos parents ont des attentes par rapport à nous. Et donc, automatiquement, on va se construire par rapport à ces attentes, ou en étant parfois plutôt rebelle, ou en se mettant en contre. Il y a des enfants qui vont beaucoup challenger leurs parents dans ce sens-là, parce qu'ils ne répondent pas aux attentes, ou au contraire, en essayant de répondre aux attentes de nos parents. Il y a 2 types d'enfants, de tempéraments. Charlotte Wills, mais le point final est le même au fond, c'est quand même de vouloir faire réagir ses parents dans un sens ou dans un autre. Attirer leur attention. Voilà. Oui, attirer leur attention. Donc effectivement, on va surtout... alors il va y avoir des périodes. Dans la petite enfance, effectivement, il va y avoir le besoin et l'attente d'amour et d'attention. Après, un peu plus tard, il va y avoir le besoin de reconnaissance. Surtout dans la vie adulte, il y a cette attente et ce besoin de reconnaissance qui peut parfois, à l'âge adulte encore, déjà des personnes, 50, 60 ans, il y a encore des personnes qui attendent la reconnaissance de leurs parents. Mais c'est encore sur le lit de mort parfois même. Hein. Oui, et parfois des personnes, les parents sont même décédés. Il y a encore cette attente illusoire de la reconnaissance du parent. S'il était encore là, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'il dirait au pluriel? Oui, parfois c'est même une voix à l'intérieur qui comme s'ils entendaient les injonctions des parents, les reproches, les critiques, ou même « Ah, tu devrais, il faut pas, yaka, t'aurais dû ». Et donc, parfois c'est la voix d'un parent qu'on peut entendre dans la tête tout au long de sa vie et se conditionner à vouloir rentrer dans le cadre que le parent souhaitait pour soi. Alors d'abord, est-ce qu'il y a du bon à vouloir se construire dès l'enfance? On va faire pas mal d'allers-retours dans la vie d'un homme et d'une femme, mesdames. Est-ce qu'il est bon de se construire, dans un premier temps en tout cas, dans la peur de décevoir ses parents? Vous allez me dire oui et non. Alix, qu'est-ce que vous allez me répondre à ça? Je pense que moins il y a de peur, mieux c'est pour l'enfant.
en D'accord. fait. C'est plutôt l'idée, c'est que oui, on a une référence qui est très forte, ce sont nos parents, D'accord. en fait. Mais suivant l'éducation qu'on a, suivant l'ouverture de nos parents, on va vivre plus ou moins de peur. On peut avoir une référence, mais le cadre peut être suffisamment souple, ou les attentes de nos parents peuvent être Alors, on va parler assez de souples. concret, si vous permettez, parce qu'on n'a Oui. pas de témoignage malheureusement aujourd'hui. Alors, par exemple, les notes, ça arrive assez vite. Hein. Voilà, ma fille, elle est en petite section, on commence déjà à avoir des appréciations, chaque trimestre, etc. Au fur et à mesure des semaines, des mois, je pense que je suis loin d'être la seule à être concernée. Voilà. Et tous les enfants en font les frais. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que ça commence aussitôt. Bon, voilà, il y a des pour, il y a des contre, c'est pas le sujet. En revanche, ça va assez vite, cette histoire de classement, de positionnement, de comparaison, etc., etc. Qu'on soit du côté des parents ou même des enfants entre eux. Mais qui fait l'œuf, qui fait la poule, en tout cas, est-ce qu'il y a du bon? Moi, j'ai envie de vous poser la même question au regard de toute cette société, cette façon voilà, de concevoir la place de l'enfant aujourd'hui, voilà, qui est très importante, alors qu'autrefois elle était nulle, maintenant elle est très 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 importante, on parle d'enfant Dieu, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire de peur de décevoir ses parents? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de bon aussi là-dedans? Parce que finalement, alors on l'a tourné à la négative, mais on pourrait le tourner dans le positif, c'est-à-dire faire plaisir à nos parents ou attendre peut-être une reconnaissance ou une attention. Grandir, devenir adulte, c'est s'opposer aux parents. C'est de ne pas forcément, c'est de ne pas forcément rentrer dans la lignée ou suivre le chemin des parents. C'est aussi savoir, d'une certaine manière, s'émanciper du parent. Et donc, de la même manière qu'un enfant, quand il est petit, dans son développement psychologique, il va apprendre la frustration. Enfin, le parent, théoriquement, il doit aussi travailler cette frustration que son enfant ne va pas forcément être celui que lui voulait être. Oui. Donc, je comprends que ça puisse générer de la frustration chez le parent, mais c'est aussi, d'une certaine manière, pour l'enfant, de s'émanciper, de s'émanciper du désir des parents. C'est ça, devenir adulte. De pas forcément faire le même métier, de pas forcément être... Ou faire ce qu'attendent les parents, tout simplement. C'est-à-dire avoir des bonnes notes en maths et en français, quoi, par exemple. Hein. Enfin, avoir des bonnes notes tout court, pardon. Mais ça va très vite. C'est pas qu'une histoire c'est pas qu'une histoire de notes. C'est aussi de qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. C'est quel genre de copain tu as, quel genre de vie tu as envie d'avoir. Il y en a qui vont, par exemple, avoir des lignées de médecins. Et ben, en fait, c'est aussi autorisé que, voilà, tout à coup, il y a une génération où il n'y a pas de médecin. Il y a des boulangers. Voilà, ça peut être des boulangers où ils vont élever des chefs dans le Larzac, où ils veulent faire des gîtes. Voilà, et donc, c'est aussi d'autoriser nos propres enfants de ne pas réaliser l'attente qu'on avait d'eux. On peut en avoir un peu au début, quand ils sont petits, en leur donnant le meilleur, mais après, ils ont leur propre choix qu'il est important d'accepter, parce que sinon, de toute façon, ils vont se prendre à mur plus tard. Mais c'est vrai que peut-être faut-il les inciter. Alors, je rejoins un peu ce que vous disiez, Alex Nodi, c'est-à-dire que c'est facile à dire aussi, un peu plus facile à dire qu'à faire. Mais dès l'enfance, même la petite enfance, à partir du moment où même ils rentrent par exemple à l'école, de leur apprendre que avoir des bonnes notes, c'est bien pour eux et pas forcément pour nous plaire à nous, les parents. En fait, c'est peut-être ça aussi ce que vous vouliez dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut leur rééduquer, leur apprendre. C'est faire plaisir à maman et papa, très bien, mais c'est pas le but principal de ce que tu vas accomplir dans ta vie. Alors, dire comme ça, c'est un peu savant, mais avec des mots plus simples. Mais est-ce que c'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure aussi, d'une certaine façon? Il y a le côté des parents, il y a le côté des enfants. C'est-à-dire que du côté des enfants, je pense que ce qui est vraiment important à cultiver, c'est le plaisir. Le plaisir de faire les choses et d'être dans l'activité. C'est pas la même chose de faire quelque chose pour apprendre parce qu'on a du plaisir, parce qu'on expérimente et on sent qu'il y a cette joie, qu'on soit enfant ou adulte ou adolescent, d'apprendre à expérimenter, de mieux maîtriser et de faire pour le résultat. En fait, je fais les choses pour avoir la bonne note, pour avoir tel résultat. Et j'y trouve plus ou moins d'intérêt, en fait. Ça s'éduque, Alix. Ça s'éduque. Oui, ça s'éduque. Il y a Carol Dweck, qui n'est pas très connue en France, je trouve, et qui a beaucoup travaillé là-dessus aux États-Unis,
sur les états d'esprit. Elle parle de l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Et l'état d'esprit fixe, on est sur le résultat et on se construit en fonction de ce résultat-là. Et l'état d'esprit de croissance, on va être beaucoup plus sur le processus, sur comment on fait les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et ça donne confiance en soi. D'être sur le processus, on fait les choses, voilà, ça donne beaucoup plus confiance en soi, parce qu'on a le droit à l'erreur. On fait, on refait, on tâtonne, et c'est OK tout ça. Ouais. Alors que, au final, si on n'est que sur le résultat, on va beaucoup s'identifier. Ça va donner des élèves, par exemple, qui vont être très brillants en terminale. Moi, ce que j'étais enseignante, j'avais des élèves comme ça, très brillants en terminale, et ils passaient à Henri IV, à Louis le Grand, avec des notes très basses. Eh bien, certains s'effondrent complètement, ils vont partir en dépression. On va dire que c'est l'état d'esprit fixe sur le résultat, c'est ça qui les construit. Et puis d'autres, ils vont avoir les mêmes mauvaises notes, ça va être une grande claque, mais ils vont savoir rebondir et trouver comment faire, et puis progresser dans ce sens-là. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, dans une société, moi je me dis en vous écoutant toutes les deux, c'est que dans une société où il y a déjà très très fort cette histoire de comparaison, cette affaire de comparaison permanente entre les enfants, les notes, ça aide pas nos affaires cette histoire-là. Mais ça s'éduque quand même en arrière-boutique, c'est-à-dire qu'à la maison, Charlotte, alors d'autant plus quand on est hypersensible, n'est-ce pas ? C'est compliqué, hein ? Ah oui, mais maman, les autres. Ah bah oui, les autres. Ils ont eu tous eu des bonnes notes sauf moi. Enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà, ça peut devenir une affaire d'État, quoi, pour l'enfant. Surtout que pour l'enfant hypersensible, il y a beaucoup d'ennuis en classe. Beaucoup d'ennuis en classe ? Oui, il s'ennuie beaucoup. Pourquoi, Charlotte, déjà ? Parce que... Ils s'ennuient beaucoup ? Les enfants hypersensibles s'ennuient beaucoup en classe, oui, parce que ça les intéresse pas. Les cours savoirs ne les intéressent pas. Oui, c'est pas forcément leur centre d'intérêt. Donc, c'est même difficile de trouver du plaisir dans les maths, dans du français, dans des règles d'orthographe ou de grammaire. Comment trouver du plaisir là-dedans ? Donc, c'est surtout de savoir comment les inciter à faire pour qu'ils puissent au moins passer. Ah là, le coût du processus, c'est pas facile. Hein. Encore, ça fait redoubler ça oblige à redoubler d'inventivité. Oui, c'est ça. Oui. Et puis c'est surtout de leur dire que parce que eux, ils ont une conscience, les enfants hypersensibles, très souvent que en fait, ils vont pas s'en servir plus tard dans la vie adulte. Ils ont déjà cette conscience-là, et très tôt. Que en fait, dans le pratico-pratique, bof, quoi. Je m'en sers comment ? Et puis à quoi bon apprendre à calculer ? Il y a des calculatrices. Donc, ils s'ennuient beaucoup, ils se demandent... Je ne savais pas que c'était ça, parce que ça n'a aucun rapport avec l'hypersensibilité, si. Pour moi, ça n'a pas aucun rapport, hein. C'est drôle. Si, parce qu'il y a quand même cette notion d'utilité, de servir à quelque chose, d'aide à l'autre, et aussi un point de vue cognitif, avec quand même une pensée en arborescence, et donc... ça empêche de se concentrer, c'est ça. Ils vont aussi beaucoup plus loin dans un raisonnement, donc d'une certaine manière, eux, là, dans l'instant présent, ils ne perçoivent pas forcément l'utilité de la grammaire, des règles de grammaire, de français, ils se disent, mais à quoi ça sert ? Donc moi, en général, je leur dis, ça sert au moins à passer à la classe suivante. Ce que j'ai besoin, c'est juste que tu passes à la classe suivante. Ouais, mais pas pour me faire plaisir, mais pour toi. Voilà. Et on revient à notre sujet. De classe en classe, tu vas arriver et tu vas monter progressivement pour ensuite choisir les études que tu veux faire. Toi. Les études pas secondaires. Pour me faire plaisir, moi. Parce que là, maintenant, non, pas pour me faire plaisir. Il n'y a pas de notion de plaisir. Alix nous dit, vous en recevez beaucoup d'adultes qui, comme en parlait tout à l'heure notre amie Charlotte Wyss, des grands enfants de 25, 35, 45, 55 et plus, qui veulent toujours qui sont toujours dans la peur, dans l'inquiétude de ne pas plaire, de décevoir papa ou papa et maman. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Comment ça se manifeste ? Ça se manifeste dans tous les domaines de la vie, en fait. Hein. Ça se manifeste aussi bien dans les choix professionnels. Ça peut être inconscient. Oui, ça peut être inconscient, tout à fait. Et que dans le choix du conjoint, dans le choix du lieu de vie, c'est très vaste, en fait.
Et vous leur faites prendre conscience justement de ça comment? Ça, ils cheminent en fait. Et puis, je pense que c'est revenir beaucoup à soi-même, à ce qu'on aime, à nos goûts. C'est ce travail presque de se découvrir. Ouais. Et finalement, on se rend compte que y a un laïus entre ce qu'on vit dans certains domaines de vie, puis soit fondamentalement ce qu'on apprécie. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai cité ce poème, parce que les auditeurs se sont dit, mais elle a fumé quoi avant d'entrer dans ce studio? Mais en fait, j'ai un peu fait exprès de mentionner Khalil Gibran, parce que je me dis, là, je m'adresse aux parents qui nous écoutent éventuellement, et peut-être que tout vient tout commence au fond dans la petite enfance de la part des parents et leur vision des choses, en fait, leur façon d'appréhender leurs enfants aujourd'hui, où c'est vrai qu'on nourrit cette espèce d'obsession que tout soit parfait pour nos enfants, que nos enfants soient heureux, qu'ils ne souffrent pas, qu'il n'y ait pas de frustration. J'ai pas dit que c'était bien, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle des enfants Dieu d'ailleurs, mais notamment, on en a déjà parlé de nombreuses fois dans cette émission En quête de sens, vous le savez. Mais finalement, si tout à coup, on prenait vraiment pour de vraies consciences que nos enfants, effectivement, ne sont pas nos enfants, qui ne sont pas notre possession, mais qu'on est juste là pour les élever, pour leur permettre de s'envoler un jour avec une verticalité et deux ailes qui les poussent aussi loin qu'ils le voudront bien, évidemment, mais surtout qui leur permettront de s'accomplir dans ce pourquoi ils sont faits, au fond. Mais c'est tout un art, quand même. On en parle là vite fait, Charlotte. Mais d'abord, de la part des parents, c'est un sacré truc, quoi. C'est un art, hein. C'est là où on voit que on a beaucoup de cartes entre les mains à ce niveau-là. Parce que, pour pas finir chez Alex Nodi à 55 ans, finalement, je suis passée à côté de ma vie parce que, j'ai fait ce que m'a dit de faire papa, je me suis mariée comme voulait maman, enfin, j'en sais rien, mais, vous voyez, ça va loin, hein, notre affaire. Oui, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans harcèlement, hypersensible en situation de harcèlement à un moment donné, c'est que, en fait, si on prend vraiment le temps d'écouter nos enfants, c'est eux qui ont des choses à nous apprendre. C'est-à-dire que ce sont les enfants de cette époque, donc ils sont de cette époque. Donc ils sont déjà un peu en avance. Et d'un point de vue d'évolution de conscience, ils sont toujours un peu plus développés que leurs propres parents. Donc moi, je pense vraiment... Vous voulez dire à âge égal, c'est ça? Oui, à âge égal. Ah ouais, d'accord. Oui, ils sont... Leur conscience, elle est plus éveillée. On le dit beaucoup, ça. Ils sont plus éveillés. Plus éveillés. Pas simplement une histoire de génération, mais en fonction de nos propres, en fonction du parent, ils vont être plus éveillés. Leur conscience va être plus éveillée que celle des parents. Ouais. Et donc je disais dans harcèlement, dans hypersensible en situation de harcèlement, que finalement les parents sont là pour leur apporter la sécurité et leur apporter les besoins primaires, mais que finalement eux savent mieux que nous ce qui est bon pour eux, que ce soit leur choix professionnel, que ce soit leur... Oui, pas à 3 ans, mais effectivement plus tard, oui. Pas à 3 ans. Oui. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas avoir confiance en nos enfants, c'est vrai. Je reconnais. Quand ils ont 17 ans, on voit des parents qui sont complètement affolés. Il veut devenir, je sais pas, moi, ébéniste alors qu'il est bon en maths. Enfin, des trucs. On voit des choses comme ça. D'ailleurs, on va consacrer bientôt une émission au Parcours Pro, Parcoursup. Comment bien accompagner nos enfants sans trop les influencer non plus. Mais en attendant, Paris, tout va bien. Zoé et Avril, on se retrouve juste après, mesdames, à tout de suite. Papa, maman, si je vous écris, c'est pour vous dire qu'ici, tout va bien, même claque murée. Dans mon gourbi porte de Vincennes, ça me convient, j'ai même appris à prendre le métro enfin, tout ce qui va avec, tirer la gueule même quand il fait beau, marcher très vite, parler d'un ton sec quand on demande l'heure. Mais papa, maman, Paris tout va bien, papa, maman, Paris me convient, tout va bien par ici. Pour un petit salaire, et même si c'est pas la panacée, j'ai une vie sociale qui a l'air de dire que je suis civilisée. Allez, bon, d'accord, on a rêvé mieux et on crève de dire je pense pour deux. Mais ici les rencontres se font rares et
Et les hommes en amour sont un peu flemmards. Mais papa, maman, Paris tout va bien. Papa, maman, Paris me convient. Tout va bien par ici. Je repasse le film de l'arrivée, ma petite valise. Je sais, c'est un peu cliché, de figure grise en visage creusé. Je me déballonnais, pas peur de leur ressembler. Redites-moi encore pourquoi j'ai choisi d'être responsable. Laissez un pan de vie dans votre décor, dans des albums rangés sous la grande table. Allez, c'est bon, j'y vais. Je m'élance, cette ville a quand même des charmes insoupçonnables. Et si mon cœur balance, je ne l'écoute plus. Je me fais mes armes, y en a tellement qui l'ont chanté, l'ont écrite, s'en sont inspirés. Vanter ses mérites, qu'il n'y a peut-être qu'à se pencher plus près pour la regarder. Paris, tout va bien. Papa, maman, Paris me convient. Tout va bien par ici. Paris me convient. Paris, tout va bien. Paris, tout va bien. Papa, maman, Paris me convient. Tout va bien par ici. Paris, tout va bien. Tout va bien par ici. Paris, tout va bien. Tout va bien par ici. Papa, maman, plus tard je ferai du rock'n'roll. Écoutez, voilà, ça passe ou ça casse. En tout cas, on parle de construction aujourd'hui, sans peur de décevoir ses parents. Comment se construire sans peur de les décevoir ? Eh bien, c'est une question qui peut vous tarauder, vous titiller, vous posséder jusqu'à la fin de votre vie. Donc, il est encore temps d'aller justement se réveiller de ce long sommeil de mauvaise loyauté. Parce qu'il y a des bonnes loyautés, on l'a déjà abordé dans cette émission. Il y a des mauvaises loyautés. Charlotte Wills est avec nous pour en parler aujourd'hui. Elle qui est coach certifiée spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Hypersensibles en situation de harcèlement chez Le Duc, c'est son dernier livre. Et je n'oublie pas de préciser qu'elle sera au Théâtre de la Pépinière à Paris le 15 juin avec Maurice Barthélémy autour de, bien sûr, cette question de l'hypersensibilité. Alix Naudy est enfin avec nous, coach et psychopraticienne spécialisée dans les relations parents-enfants. Elle en a plein, évidemment, des personnes qui ont 40 ans et plus et qui apprennent tout à coup qu'effectivement, elles ont fait tel ou tel choix. Ce n'étaient pas des choix voulus, désirés au fond d'elles. Alors parfois, c'est pas facile de faire la part des choses. Jusqu'où sommes-nous conditionnés pour prendre... Il ne faut pas non plus couper les cheveux en 4000, Charlotte. C'est pas facile parce qu'on sent qu'il y a un équilibre à trouver dans cette émission. Pas facile, trouver l'équilibre. Parce que il y a peut-être aussi ne pas avoir peur de décevoir. Alors peur, c'est vrai que le mot est fort, je reconnais. Mais bon, quand c'est inconscient, effectivement, avoir... je sais pas moi, se marier très jeune, avoir tant d'enfants parce que papa et maman en ont eu tant, parce que ça fait bien dans la famille. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément conscientes. Après, il y a du pour et du contre. Peut-être que c'est pas si tragique que ça d'avoir fait pareil ou d'avoir voulu ne pas décevoir. Mais c'est bien de le réaliser, de conscientiser. C'est ça l'essentiel, au fond, que vous avez dit dans cette première partie d'émission toutes les deux, d'en prendre conscience, que ce n'était pas forcément nos propres choix, libres, etc. Oui, qu'est-ce qu'on en fait après, voilà. C'est-à-dire, c'est de voir si on aime ce que font nos parents et que le point de départ, c'est savoir à la fois l'intérêt, l'amour que l'on a du métier. Hein. Si l'amour que l'on a du métier, est-ce que parce que parfois il y a des lignées de personnes, d'enfants qui font les mêmes métiers, mais il peut y avoir l'amour du métier. J'ai vu dans une émission dernièrement, c'était où finalement il y avait des restaurateurs, ils reprenaient le restaurant et après ils continuaient. Il peut y avoir des très très beaux métiers et
les enfants, dans lesquels les enfants sont éduqués et où il y a cet amour du métier, parce que je pense au monde agricole, par exemple, ou chez les viticulteurs. Et ça se perd en plus, hein. Donc c'est bien d'en parler. Oui, et il n'y a aucune honte à être dans le milieu agricole. Bien au contraire, aujourd'hui, on en a besoin. C'est une fierté. Les viticulteurs aussi, les vignerons, enfin... tout ça, et donc ils vont avec une transmission comme ça qui est magnifique. Oui, finalement. Extraordinaire. Et donc, il ne s'agit pas de s'opposer de manière systématique à ce que font nos parents, de la même manière. Voilà. Mais ça va dépendre de la manière dont cette transmission se fait. Est-ce que la famille est... Quelle est l'intention, quoi? Voilà, un peu. C'est ça. C'est un peu ça, finalement. Parce que vouloir que ses enfants soient tous chirurgiens, on en voit, hein. On en voit. Des maîtresses en sont témoins dès la maternelle. Moi, je veux que mon fils ou ma fille soit chirurgien plus tard. Voilà. À vous de jouer, quoi, professeur. Alix nous dit. Ça, c'est n'importe quoi, on est d'accord. C'est n'importe quoi, mais ça traverse pas mal de parents d'aujourd'hui, hein, qui veulent que leur enfant soit le prolongement ou la réussite qu'ils n'ont pas vue. J'avais envie de rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas de suivre et de répondre aux attentes de nos parents. Ça nous permet d'expérimenter et de se faire une opinion, en fait. Ben oui, j'ai fait HEC, j'ai tel métier maintenant. Mais en fait, vraiment, ce métier-là, je l'apprécie pas. J'ai envie de changer de métier. Mais je le sais, en fait. Et je continue mon parcours de vie. Et ça fait partie de mon parcours de vie. Et c'est OK. Ouais. Et comme la vie personnelle, donc par exemple, le mode de vie, le fait de reproduire un peu le schéma sans bien réfléchir au moment où on le fait. Parce que le mariage, ça arrive vite, effectivement, ça te reproduit. En plus, surtout quand c'est jeune. Alors, c'est de moins en moins jeune aujourd'hui, de moins en moins présent aussi. Il y a de plus en plus de liberté, même chez les cathos, Charlotte et Alix. Mais ça prend tout, vous l'avez dit tout à l'heure, Alix, ça comprend toutes les dimensions de la vie personnelle et professionnelle, Charlotte. Oui, d'avoir le nombre d'enfants, d'avoir ou pas des enfants, d'avoir ou non telle ou telle relation amicale, de faire telle ou telle école. Voilà, parce que je vous entends, Alice, parler d'HEC. Ça peut être, moi j'ai fait HEC, je veux qu'il fasse HEC. Donc, ça peut être les établissements. Hein. Ou alors, je n'ai pas fait, je veux qu'il fasse. C'est ça aussi, on voit tout, ou qui sont contraires. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, d'une certaine manière, l'éventail, c'est dans tous les domaines de la vie. Que ce soit professionnel, que ce soit marital, que ce soit au niveau sportif. Hein, moi, je fais du tennis, je veux qu'il fasse du tennis, comme que nous. Ce soit... voilà, donc du coup, au niveau sportif aussi, ça peut être dans ce domaine-là. Et c'est d'accepter qu'effectivement, ils en fassent l'expérimentation et qu'à un moment donné, ils changent. Et c'est OK. Parce que en même temps, parfois, ça peut être aussi pour l'enfant une sorte de pseudo-sécurité dans laquelle il se dit je vais prendre ce chemin-là parce qu'il ne sait pas. Et comme il ne sait pas, il va suivre les conseils de papa-maman parce que eux sont censés savoir ce qui est bon pour lui. Il ne faut pas trop récompenser nos enfants. Vous êtes pour ou contre les récompenses? Parce que c'est vrai que le coup de la punition, alors punition, récompense, même sans punition, mais le fait de récompenser nos enfants à chaque fois qu'ils ont, je sais pas moi, soit des bonnes notes, soit qui nous... Vous voyez, il y a un rapport un peu biaisé, si je comprends bien, mesdames. Alix nous dit, qu'en pensez-vous? Je pense que justement, on parlait... Ça alimente. La récompense, on est beaucoup sur le résultat. Voilà. On y revient. Voilà, on y revient. Si tu réussis ça, t'as telle récompense. Mais du coup, je suis plus en train de faire l'action parce que j'expérimente et que je prends du plaisir. Et il y avait eu une expérimentation sur 2 groupes d'enfants, avec un groupe d'enfants qui devait aider des plus jeunes dans une école maternelle. Et il y avait un groupe avait une récompense et l'autre groupe n'en avait pas. Et bien finalement, le groupe qui avait de la récompense, c'est beaucoup moins investi, beaucoup plus désintéressé de ce qu'ils étaient en train de faire et de cette aide que les enfants qui le faisaient sans récompense. Incroyable. Ils étaient bien plus attentifs, bien plus responsables que ceux qui avaient des récompenses. Ça a tendance à déresponsabiliser. Et vos enfants, vous avez réussi à les amener à
cette vision du processus, ce mode d'emploi, si je puis dire, de l'éducation par le processus, justement. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, qui est adaptable pour tous les parents vis-à-vis de leurs enfants ou pas? J'ai envie de dire, chacun fait comme il peut. Ouais. Et il n'y a pas de recette. Après, eux, ils se sont mis, je veux dire, dans des processus qui leur convenaient. Voilà, ils sont allés vers des choses qu'ils appréciaient. Ce n'était pas forcément ce à quoi j'avais pensé pour eux. En tout cas, une bonne chose à faire peut-être est de prendre conscience quand on est parent du pourquoi on a cette envie, ce désir, cette intention que notre enfant soit réussisse dans tel ou tel, vous avez dit, en sport, en français, en sciences ou que sais-je, hein, Charlotte, ou dans sa vie personnelle, s'interroge. Attention, enfin voilà, juste sans encore une fois couper les cheveux en 4000, mais quelle est l'intention derrière, quoi? Est-ce que c'est pour compenser mon échec? Est-ce que c'est par peur de ne pas plaire à la société? Pour dire dans les grands salons, voilà, moi j'ai une famille parfaite, j'ai des enfants qui tiennent la route. Ça, voilà, c'est un peu vain, finalement, tout ça. Oui. Et pour revenir simplement à ce que vous disiez par rapport à la récompense, oui. C'est que ça crée un conditionnement. Ça crée un conditionnement comme Pavlov. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est comme si l'enfant, si vous voulez, le fait de donner une récompense, il va y avoir l'attente de la récompense. Donc, d'une certaine manière, après, c'est pareil. C'est-à-dire que quand ils vont travailler pour la récompense du travail et pas pour le travail proprement dit. Donc, ça déconnecte, en fait, le fait qu'il y ait une récompense, ça le déconnecte du coup du travail proprement parlé. Alors que c'est effectivement l'amour, l'intérêt, le plaisir du travail qui compte. D'où l'intérêt de l'engager, si nous, on ne sait pas ce qui est bon pour lui, c'est de lui permettre de tester des choses, d'expérimenter. Comme vous voyez, par exemple, j'ai un fils, et d'une certaine manière, il a expérimenté plein de sports. Moi, petit, j'avais mis au judo, il faisait du théâtre, il faisait du vautuard, il a fait énormément. Mais le judo, il a fait 2 cours, le vautuard, il a fait 1 an. Et donc, du coup, c'est en lui permettant... Alors, c'est pas facile de le proposer à tout le monde, mais du coup, il sélectionne aussi d'une certaine manière. Et c'est pas faire des capricieuses, c'est pas un caprice le fait qu'il veuille arrêter. C'est que nous aussi, en tant qu'adultes, il y a des choses qu'on continue pas, de la danse, du chant, ou il y a aussi... Et c'est pas un caprice parce que c'est des enfants, c'est parce que ça leur plaît pas. Et puis, il faut sentir un peu les choses. Parce que c'est bien aussi de leur enseigner la persévérance. Ouais. Mais vers quoi? C'est toujours ça. Moi, je trouve très intéressant, Alex Naudy, ce mode opératoire éducationnel, si je peux dire. En tout cas, c'est ce biais cognitif, ce biais éducatif, du processus, par le processus, puisque... voilà, on commence pas un sport pour avoir des médailles d'or. On le fait d'abord parce que ça nous... Heureusement, mon Dieu, que quand même, on a encore le droit de pratiquer un sport parce qu'on aime ça, quoi. Tout simplement. Même si ça va exiger, alors, plus tard, de persévérer, ça va demander de l'effort, ça va demander de se dépasser, etc., etc. Mais justement, ça aide de travailler avec cette histoire de processus pour... Oui, ça aide. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on commence une activité, c'est très ingrat. Absolument. Et donc, le violon, n'importe quoi, ou le sport. Ouais. Ce qui va être très important dans ces moments-là, même quand on est adulte, c'est la convivialité, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est d'être avec les copains, c'est que ce soit chaleureux, etc. Et puis, au fur et à mesure, on va goûter, on va prendre tellement de plaisir à faire ce qu'on fait que la persévérance, elle va se nourrir du plaisir de ce qu'on est en train de faire. Eh bien, maman, tout simplement, me réaide sur Radio Notre-Dame. Merci, à pas tout de suite. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 6 ans. Maman, tu le sais, je suis sage. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 6 ans. Maman, amène-moi aux plages. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 10 ans. Amène-moi rouler sur sable. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 10 ans. Maman, mets ton maillot désirable.
De retour sur RCF Radio Notre-Dame, Charlotte Wills, Alix Naudy en présence. Aujourd'hui, comment se construire sans peur de décevoir ses parents. Toute une histoire et toute une vie parfois pour le réaliser, que l'on a vécu, qu'on a fait des choix uniquement pour ne pas décevoir ses parents. Alors évidemment, heureusement qu'on n'a pas, ou malheureusement, nous n'avons pas de psychanalyste avec nous aujourd'hui, parce que ça c'est un peu leur spécialité. Il faut quand même bien le reconnaître, souvent... il y a des conflits de loyauté souvent qui nous bloquent et on s'en rend compte à un moment donné ou voilà, à un moment de notre vie. Il n'est jamais trop tard, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on peut juste avant de nous préoccuper, de nous occuper des adultes, des grands enfants finalement, qui viennent vous consulter, mesdames, pour ce genre de conflit ou de blocage dans leur vie. C'est la réaction. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, peut-être pas assez parlé, mais tout est dans la réaction finalement des parents, par exemple, quand il y a alors on a les mauvaises notes. Vous me disiez qu'il y avait un enfant, par exemple, Charlotte, un camarade, c'est ça, de l'un de vos enfants, qui pleurait à chaque fois qu'il avait un 17, quoi. Quand il avait un 17, ouvertement, déjà, il éclatait en sanglots dans la classe. Et cet enfant, il disait, mais je vais me faire disputer. Et on voit le stress, l'anxiété, l'angoisse que ça peut générer, déjà si petit, parce que c'était il y a quelques années. Vous imaginez à 50 ans comment il va être, cet enfant-là ? Moi, j'en sais rien, mais bon. Oui. Ça n'augure rien de très, très positif. Il avait des ambitions professionnelles assez élevées, déjà, si petit, parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait faire. Et donc, pourquoi pas, mais... Et c'était, d'une certaine manière, ça. Il fallait avoir toujours des bonnes notes, générer des bons dossiers, mais là, je vous parle, c'était le collège. Donc, vous voyez, c'est même pas le lycée. Et déjà, il pleurait parce qu'il avait que un 17. Et c'est vrai que j'avais été donner une conférence dans une école dont je tairai le nom, où les élèves, je leur demandais qu'est-ce qui vous plairait de faire plus tard et qu'est-ce qui vous inquiète. Et la plupart m'ont répondu, et ça a un petit peu aussi motivé cette émission finalement. Je ne sais pas si à notre époque, dans les années un peu plus insouciantes des années 90 ou 2000, on aurait dit ça, on a peur de décevoir nos parents. J'ai peur de décevoir mes parents, j'ai peur que mes parents ne soient pas contents. Enfin, voilà, tout en est autour de ça. Pour à peu près les 3/4, un bon tiers de la classe, quoi. C'est quand même hallucinant. Alors, je me suis dit, je mets ça dans un côté de ma tête, parce qu'en quête de sens va certainement détricoter ce sujet. Moi, je le fais aujourd'hui avec vous, mais il faudra le refaire. Alix Naudy, ça parle quand même c'est une vision des choses de notre société, dans notre société, hein, quand même. Qui est en jeu ici, qui est en scène, finalement. C'est fou. Ils étaient en troisième. Ils étaient en troisième, ces enfants. En troisième, fin de collège. Ça en dit long, quand même, sur ce qui se passe à la maison. Ce qui se passe à la maison, c'est effectivement, parfois, les notes prennent une importance considérable. Et les réactions sont très, très vives par rapport, j'allais dire aux mauvaises notes, et c'est même pas aux mauvaises notes. C'est à quoi ? C'est-à-dire par rapport à une légère baisse de niveau. Voilà, un 13... un 15, dans certaines familles, c'est déjà catastrophique. Et c'est catastrophique. Moi, et ça génère une peur, une inquiétude chez les parents. C'est ça que les enfants ressentent aussi. Ouais. C'est que ça va se faire disputer, mais il y a tout l'émotionnel du parent qui est là, avec parfois de la colère, mais beaucoup, beaucoup de peur. En fait, c'est ça qui se passe. On ne l'a pas dit, mais finalement, c'est ça. C'est pas tellement... Il peut y avoir de la projection, de performance et tout ça, mais au fond du fond, les enfants ressentent, quand ils ont peur de décevoir leurs parents, c'est notre sujet, ils ont peur de les inquiéter. C'est ça, Alix, qui se passe. Je suis désolée, mais nous, on ne sait pas, donc c'est ça qu'on a besoin de savoir. Oui, c'est ça, en fait. Oui. Ils ont peur effectivement de les décevoir, de créer toute cette charge émotionnelle chez eux, qui est lourde. Ouais. Et plus tard, alors, allons-y. Quand ça se passe chez vous, dans votre cabinet, donc ces personnes qui en souffrent, c'est-à-dire qu'elles viennent vous voir, parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? Elles ne réalisent pas encore, donc avant de venir vous voir, que effectivement elles ont tout fait par obligation ou par peur, du coup, alors, par peur donc de décevoir leurs parents, prenant telle ou telle voie. Quand les personnes arrivent, c'est en général vraiment pas le sujet. Ouais. En fait, c'est quelque chose qu'elles vont découvrir
au fur et à mesure. Mais elles viennent parce qu'elles ont des crises de panique, parce qu'elles ont beaucoup d'anxiété, parce que ça se passe très mal dans tel et tel domaine de leur vie. Au travail. Voilà. Et donc, ou parce qu'elles sont déprimées, dépressives, ou voilà, il va y avoir des symptômes. Et c'est en avançant qu'elles vont prendre conscience que peut-être ce choix-là, effectivement, il a été fait par loyauté à leur Beaucoup de famille. dépression, ça génère beaucoup de dépression, ce genre de construction. Ou ça dépend des personnes. Oui, chez certaines personnes, ça va être beaucoup d'anxiété, chez d'autres, de la dépression, l'impression de jamais être à sa place, le syndrome de l'imposteur. Typiquement. Beaucoup, oui. Charlotte? Oui, tout à fait, je confirme, parce que finalement, si ils ont suivi le chemin pour faire plaisir aux parents, ils vont être à une place qui n'est pas la leur. Finalement, ils vont être dans une activité, dans un métier qu'ils auront fait pour faire plaisir, finalement. Qu'ils vont subir, exactement. Et du coup, ils ont appris à le faire, mais ils n'ont pas le goût de le faire. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui font des études comme... je pense à des personnes, par exemple, où il va être ingénieur. Il va être ingénieur parce que le père est ingénieur. Donc, du coup, il est ingénieur. Mais en fait, au moment de chercher un stage ou même un emploi, il va trouver, ils vont le faire un temps. Mais au bout d'un moment, il va y avoir une désillusion. Et tout à coup, c'est comme quelque chose qui revient à la figure. Parce qu'il y a une prise de conscience que dans cet élan de travailler, qu'il faut travailler, je n'ai pas réfléchi avec mon cœur. Ou ne pas travailler, faire comme ma maman, qui a pas travaillé, faire pareil. Ben voilà, c'est moins courant aujourd'hui, mais enfin, la reproduction sociale, la reproduction familiale, il y a ça, en fait, c'est ça dans les deux sens. Oui. Ouais. Et donc, ça naît, cette peur, cette angoisse et ce stress, ça naît avec les notes, avec l'école, mais pas que, parce que ça naît aussi dans le quotidien. Vous voyez, ne serait-ce qu'en venant ici, j'ai pris le métro. Dans le métro, il y avait une maman, et il y avait un tout petit garçon tout beau, avec des cheveux tout frisés. Et en fait, la maman qui avait les mains chargées et qui voulait que son petit garçon rentre dans le wagon, elle dit « Allez, vas-y, allez !» Avance. Ouais, on voit beaucoup ça, effectivement. Après, une fois qu'elle est dans le métro, elle voulait le mettre sur un strapontin. Donc, elle baisse le strapontin pour qu'il s'assied. Et du coup, elle dit mais allez, dépêche-toi, il va remonter. Donc, c'est un stress permanent, en fait. Ouais. Et donc, c'est pas qu'une histoire de résultats scolaires, de notes. C'est une communication au quotidien qui est anxiogène. Ouais. Un manque de patience, un manque de tolérance, un manque d'ouverture, un manque de... Et donc, c'est tout. L'enfant n'est jamais... Du coup, ça va jamais bien, quoi. C'est jamais bien. Il satisfait jamais le... Il est tout le temps en stress. Il est en stress. Les parents travaillent. Les parents travaillent beaucoup. Les parents travaillent. Quand ils rentrent, en fait, c'est... et donc, du coup, la communication, comme... Ce sont avec nos plus proches, très souvent, qu'on fait le moins attention. Ouais, c'est vrai. Et donc, d'une certaine manière, comme ce sont nos proches, nos très proches, on se permet, de manière totalement inconsciente, d'avoir une communication avec nos enfants, notre mari, qui est maladroite et qui est anxiogène, qui est désagréable. C'est pas soigné, en fait, finalement. Enfin, c'est pas soigneux, quoi. C'est pas soigneux. Ouais. Voilà. Et donc, c'est simple moment de je rentre dans le métro, je t'ouvre le strapontin. Ça peut être... C'est simple. Mais c'est fondamental, en fait, parce que déjà là, c'est... si elle rentre pas, elle prend le prochain. Ouais. Si le strapontin, il sait pas, lui, il avait quoi ? Il avait 3 ans, 4 ans, il est tout petit, il fallait presque qu'il saute. Ouais. Et donc, du coup, on se plie, on se baisse. C'est pas facile, le quotidien, mais ça commence là. Ouais, une belle leçon de vie, d'éducation, en tout cas, avec Charlotte Wills. Alex Nadi, vous l'avez un peu dit, c'est un petit peu diffus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que, effectivement, dans ce qu'on attend tous dans ce sujet, c'est-à-dire les choix de vie principaux, les notes et tout ça. C'est la façon d'être, en fait, de nos parents qui a beaucoup joué. Oui, alors, on n'est pas en train de culpabiliser les parents, mais bon, quand même, attention, quoi. Ce qui me venait quand j'écoutais Charlotte, c'est que dans ce mode de relation, l'enfant n'a pas le temps de sentir, en fait.
déjà, il décide pas du tout, mais il n'a pas le temps de sentir ce qui est bon, ce qui est bon, c'est agréable, désagréable, s'il a envie. C'est comme tout est très stressé, très minuté, etc. Alors que l'enfant, il est tout sensation. Et il va construire son identité sur ses sensations. Donc, c'est plus compliqué. Ça donne des adultes, on parlait des adultes dans le cabinet, qui ne savent pas du tout ce qu'ils aiment. On peut se rééduquer ou pas ? À n'importe quel âge. Oui, bien sûr. Ça peut être possible quand on veut, on peut. Oui, bien sûr. Mais oui, il y a des personnes qui ne savent pas dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, presque qui ont très peu de sensations d'ailleurs. Ou celles qui sont dans le service permanent parce que ça permet de noyer un peu les désirs personnels, ou qui sont, vous savez, des personnes comme ça. Au service des autres. La maladie de la volonté, ouais. Dans le service des autres, donc ça c'est encore un sujet en quête de sens. Mais c'est une façon aussi si on a l'impression, et puis on a l'impression, on peut peut-être terminer l'émission là-dessus, l'impression de décevoir nos parents. L'impression, combien y en a-t-il des personnes, des adultes qui vivent tout au long de leur vie, qui vivent avec cette espèce de hantise, ce fantasme presque, j'oserais dire, hein, d'avoir déçu leurs parents et de décevoir. De toute façon, moi j'ai toujours déçu mes parents, alors que c'est complètement faux, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas de communication. Comment c'est possible ça ? Comment ça naît, ça ? Parce qu'il peut ne pas y avoir de communication, parce que aussi des générations précédentes, c'est extrêmement difficile de parler de ressenti, d'exprimer, d'échanger. Hein, des fois, ce sont les relations entre parents, enfants, grands-parents. Eh bien, elles sont sur le fonctionnel, mais elles sont pas. C'est très difficile d'avoir des parents qui vont se livrer, qui vont ouvrir leur cœur, qui vont oser dire mais quoi que tu fasses, je t'aime en fait. C'est ça. C'est quoi que tu fasses, je t'aime parce que tu es. Mais c'est l'absence de communication, beaucoup. Ouais, Alix, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que ça passe beaucoup par la communication qu'on a ou qu'on n'a pas, et tout au long de la vie, parce que nos parents évoluent aussi. Et donc, il y a des parents qui n'appréciaient pas au départ, puis finalement, ils voient leur enfant épanoui. Et ils vont pouvoir l'exprimer ou pas, en fait. Donc, l'adulte va avoir ce retour ou pas. Ou alors d'avoir des parents souvent insatisfaits par beaucoup de choses dans la vie, qui sont des éternels insatisfaits. Ça existe, hein, il y en a. Et c'est pas facile quand on a des enfants dans ce cas-là. Pour les enfants, c'est terriblement, certainement beaucoup plus difficile de ne pas vivre avec cette peur, quoi, pour le coup. Et qui peut être même un fantasme, mais en fait, de voir, depuis qu'on est né, des parents, en gros, qui ne sont jamais contents, peut-être comme cette femme dans le métro rencontrée tout à l'heure par Charlotte Wills, de vivre avec une autre impression que celle-là. Angoisse presque. Ben oui, parce que c'est quasiment ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, hop, je fais quelque chose, ça convient pas, donc je vais faire l'inverse, mais ça convient pas non plus. Et il y a de quoi devenir fou avec ces injonctions contradictoires. Et donc, effectivement, ça crée des enfants, des adultes qui sont dans une insatisfaction permanente d'eux-mêmes, de ce qu'ils font, parce que c'est jamais bien et c'est jamais assez. Ouais. Mais on peut en sortir. Ah oui, on en sort. Charlotte. Oui, il y a un petit exercice que je propose parfois qui est rigolo. Ça commence à la maison, dans la cuisine, avec les yaourts, pour que l'enfant il sache ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. C'est que, vous voyez, parfois, on a tendance, par exemple, à proposer des yaourts de différents goûts, fraises, framboises, abricots. Et parfois, on veut dire, vas-y, puisque tu n'as pas choisi, prends celui-là, écoute, voilà. Mais en fait, non, c'est de laisser vraiment le temps... Jusqu'au bout, quoi. De temps en temps. Voilà. Bon, si tu hésites entre deux, prends les deux. Mais voilà, pour qu'après, ils puissent en choisir qu'un. Alors, ne pas au rayon yaourt, parce que ça, c'est un autre sujet. L'enfant Dieu, on oublie, les amis. On n'a pas dit ça. Au rayon yaourt, c'est vous qui faites les courses. C'est pas Mathieu ou Julie. C'est vous. Eh bien, écoutez, merci, mesdames, en tout cas, d'être venues aujourd'hui évoquer et répondre, surtout... aux personnes qui nous écoutent, aux adultes et aux grands-enfants, je le rappelle toujours, parce que nous sommes quand même toujours de grands-enfants. Comment se construire sans peur de décevoir ses parents, à réécouter bien sûr en podcast. Merci à vous, Charlotte Wills, c'est votre livre
hypersensible en situation de harcèlement chez le Duc. Merci d'être venu. Je rappelle votre conférence le 15 juin au Théâtre de la Pépinière sur l'hypersensibilité avec Maurice Barthélémy. Et Alix Naudy, merci, coach et psychopraticienne. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues ce soir. Et faites vos choix et pas ceux de vos parents, s'il vous plaît. Il est toujours temps, en tout cas, d'aller voir Alix Naudy et Charlotte Wills pour s'en sortir. Merci infiniment. Bonne soirée à tous.